Je suis une porte-voix, oui, la voix des sans-voix. Et je parle pour des gens qui ne sont pas agressifs. Mais ceux qui tiennent par exemple les armes, là c'est un problème qui me dépasse et qui n'est pas à mon niveau. Parce que tenir les armes et tuer, c'est déjà en dehors de la loi. Vous voulez nous dire que vous n'avez pas une marge de manœuvre sur eux? Bon, effectivement, marge de manœuvre, c'est-à-dire? C'est-à-dire les sensibiliser à pouvoir faire tomber les armes. Oui, effectivement, on peut le faire. Tout cela, on ne peut pas le faire de soi-même. Parce que là, il y a les garants de la sécurité, c'est l'État. Et si l'État, peut-être, vous voyez que peut-être il voit en nous l'importance peut-être soit de donner un coup de main à l'État pour que la sécurité soit quand même régnée par notre petite contribution, soit même de sensibiliser à nos amis, de cesser quand même les hostilités. Là, on peut le faire. Parce que de moi-même y aller, vous avez su que dernièrement nous avons été mal interprétés, parfois même mon cas a été même politisé, on a été même arrêté inutilement, on a passé des temps inutilement en prison parce qu'ils ont mal compris, mal interprété, parce que on plaidait cause de vulnérables. De quoi on vous a accusé, justement? Non, on m'a accusé que j'étais l'instigateur. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé là, c'était moi. Voilà, c'était trop lourd. On m'a fait porter un chapeau qui n'était pas mien. Et vous pensez que même si aujourd'hui vous alliez voir les dirigeants locaux pour parler de cette histoire-là, vous serez encore mal interprété et dire que c'est vous qui poussez encore les boutons? Mais est-ce qu'ils peuvent apporter des preuves? Non. Ils n'en ont pas, parce que même au niveau de la justice, ils n'ont pas su voir. J'étais acquitté, c'est-à-dire j'étais blanchi, je n'étais pour rien. Et comment aujourd'hui ils peuvent encore leur dire, parce que je suis à Calémie, parfois je suis même dans toute la République, comme je suis le vice-président national du réseau, je passe partout. Mais ici, il y a des problèmes qui se passent qui est vraiment spécifique dans les Tanganyika. Il y a beaucoup d'aspects, hein, c'est tout un débat. Oui. Et c'est par exemple quel aspect qu'il faudra prendre? Bon, il y a d'abord un aspect socio-culturel. C'est ce qui est un obstacle majeur, tout ça. Ce qui a posé au début et que les gens semblent ignorer, que ce soit même ceux qui cherchent à trouver des solutions au conflit. C'est ce qu'ils semblent ignorer, parce qu'il y a toujours une tendance de supériorité aux autres, de marginalisation aux autres, parce que c'est eux qui sont les grands décideurs, c'est eux qui détiennent le pouvoir, et dire des autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup que les pygmées ont massacré, mais il y a des pygmées qui ont été massacrés. Que ce soit par les agents de l'ordre, il y a eu beaucoup de bavures. Que du côté sud, nous avons des statistiques, et même des noms, c'est connu même par les autorités. Mais là, c'est calme. Mais quand il s'agit d'un pygmée qui fait quelque chose, mais là, parce que nous avons cette facilité, nous avons les canaux de communication, voilà, ça explose vite et ça parle vite et ça part vite. Et là, on prend maintenant des décisions. Mais là, il faudrait que même les autorités portugaises administratives qui réfléchissent sur ça. On ne peut pas terminer des conflits avec les armes, que ce soit du côté pygmée, que ce soit du côté bantou. Mais là, il faudrait qu'ils se mettent ensemble, dialoguer. Il y a un problème au départ, c'est ce que je vous dis, socio-culturel. Par exemple, pour les cas de Apanapale, les groupes d'Étoiles qui commettent les exactions, les actes peu recommandables, vous ne pensez pas que c'est juste un simple banditisme? Parce que jusque-là, on ne voit pas ce qu'ils revendiquent. Mais si vous voulez, je peux même vous dire, Apanapale, c'est quelque chose qui est importé, qui a commencé au Maniema avec les Malaïkas, qui est l'original, Apanapale, mais qu'on a importé ici. Et ce qui avait fait là-bas au Maniema, ce n'était pas les pygmées. Les Malaïkas là-bas, c'était Muntu qui aurait fait ça. Mais parce que les pygmées, il a copié, et comme il est toujours bouc émissaire, et mal compris, mal interprété, je ne dis pas que je défends leur cause pour quelque chose d'intérêt, mais c'est ce que je vis. Nous vivons ce que nous connaissons, ce que nous analysons. Et quelque part, il y a aussi des pygmées qui sont fautifs, qui sont des bandits. Parce que quand ils commencent à tuer, c'est condamné par la loi. On ne peut pas les défendre. Selon vous maintenant, bon c'est vrai, vous avez une organisation qui défend leur cause. Oui. Là, ils sont en train de prendre les armes, ils sont en train de massacrer les gens. Est-ce que vous n'avez pas un peu une marge de manœuvre, une carte à jouer pour amener ces gens-là justement à la raison? Est-ce que votre organisation ne peut pas faire quelque chose dans ce sens-là? Bon, l'organisation, c'est peut-être question de voir nos amis à travers ce que nous... Parce que nous avons déjà sensibilisé
Et nous avons déjà formé quelques leaders que vous voyez qui pilent dans notre territoire ici, que ce soit à Kalemi. Il y en a, vous pouvez voir, il y a des échantillons qui viennent de chaque territoire, qui sont des Manono, des Nyunzu, des Kabalo. On a déjà formé des leaders. À travers eux, ces gens-là, ils peuvent voir leurs frères et ça passera vite, le message passera vite sans problème. Mais on ne sait pas pourquoi ça traîne, mais on a osé une fois mais le faire avec un peuple autochtone pour aller sensibiliser les leurs, mais ça posait des problèmes. Par exemple, M. Boté a été arrêté arbitrairement comme ça, or que c'était traité avec les autorités politico-administratives. On n'a pas compris pourquoi, parce que moi-même, je faisais partie de la mission. Et vous pensez que la sensibilisation, dans ce cas-là, c'est justement une bataille perdue d'avance? Mais ce n'est pas tellement perdu, mais avec la bonne volonté politique, mais tout ira. Parce que actuellement, nous sommes gérés par la politique. Vous ne voyez pas que vous proposez toujours les mêmes solutions, sensibilisation, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose d'autre qu'on peut faire? Oui, c'est comme on avait fait l'autre fois, les forums. Oui. Oui. Les forums, c'était déjà quelque chose, même si ça n'a pas donné de satisfaction, mais c'était déjà un grand pas. Comme il y avait 32 recommandations. Ces 32 recommandations-là des forums dans les temps du gouverneur Kitangala, mais c'était quand même déjà un pas. Il y avait des recommandations qui étaient favorables aux Bantous et aux Pygmées, et qui pouvaient peut-être bien diminuer le conflit, mais ça n'a pas été suivi, ça n'a pas été même mis en application. Bon, vite, directement, il y avait un autre gouvernement provincial avec l'actuel gouverneur. Est-ce que c'est le gouverneur, il suit ces recommandations-là, ou bien c'est tombé caduc? Or que c'est déjà un pas, on pouvait commencer par là pour aller bien démarrer. On ne sait pas s'ils ont suivi ça, ou bien si c'est tombé caduc parce que c'est un nouveau gouvernement, il faut tout reprendre à nouveau. Et c'est là où il y a un problème dans les Tanganyika. Et vous avez encore le pouvoir de rappeler? Oui, on peut le voir, s'ils peuvent nous écouter. Nous demanderons seulement, parce que c'est l'État congolais, comme nous pouvons dire, notre gouvernement provincial, aujourd'hui, ici dans notre province du Tanganyika, qui est le garant de la sécurité de toutes les communautés. Et s'il y a des atrocités qui se passent là-bas, ça, ce sont des bandits. Ceux qui tuent des gens sont des bandits. Nous ne pouvons pas protéger des pygmées bandits, que ce soit même les Bantous. Ceux qui sont bandits, ils se sont révoltés contre la loi. Là, ils sont pénissables. Et la rigueur de la loi doit s'appliquer, effectivement. Mais pour la sensibilisation, on peut le faire. Nous avons l'équipe des peuples autochtones qui sont bien avisés et qui sont bien connus dans les milieux, qui peuvent le faire. Sans problème, ça, je suis certain. Et si on donnait le temps, on ne fera pas longtemps. Même dans le processus de pacification, il n'y a pas une bonne coordination. Et si je me rappelle bien, il y a une fois qu'on avait dit au gouvernement provincial pour qu'on puisse faire une commission mixte. Mais c'est les politiques qui ont pris le devant. Donc on n'a pas compris pourquoi. Ils ont laissé les gens qui étaient disposés pour parler avec leurs frères. Et vous avez vu comment ça a encore rebondi. Il y a eu encore l'escalade jusqu'à aujourd'hui. Et que le gouvernement national a envoyé les militaires là-bas. Est-ce qu'il y a eu des rebelles là-bas? Oui, il y a eu des étrangers. Mais c'était un conflit intercommunautaire. Et pourquoi amener une musculature très constituée pour une communauté? C'est-à-dire, quelque part, si nous pouvons dire la réalité, parce que nous devons dire la réalité, il y a du penchant d'un côté et de l'autre, parce que là, on pouvait mettre une zone tampon, que ce soit, les militaires devaient être du côté là où habitent les Bantous, et de l'autre côté aussi, là où habitent les Pygmées. Et c'est ce qui a été fait. Parfois, il y a eu des bavures, il y a eu des traques des peuples autochtones. Nous avons des statistiques, ça je vous le dis franchement. Selon vous, le gouvernement ne peut pas faire ça? Oui, nous, quand nous parlons, c'est parce que nous avons un mandat. J'ai un mandat politique au niveau national, et c'est pourquoi j'ai parlé hautement comme ça et ouvertement. Bon, quand la situation se présente comme étant une situation perdue d'avance, oui. On sensibilise, il n'y a pas de répondant dans la sensibilisation, tout ça, les massacres continuent, tout ça, vous ne voyez pas? Tout revient au gouvernement, que ce soit gouvernement provincial, de faire une bonne coordination. Il y a des gens, il y a des têtes qui peuvent même réfléchir. Mais si on veut faire ça politiquement, ou bien c'est parce qu'on a le pouvoir, on décide sans voir aussi la base. Écouter aussi les gens qui peuvent donner quelques idées. Parce que vous savez, même quand ça a commencé, même c'est lui, dans les temps, le commissaire de district qui était là, dans son temps-là, lui aussi n'avait pas compris comment le conflit est né. C'était toujours dans l'embryogo comme ça, dans l'incompréhension.
Et même les solutions qu'ils prenaient, ils croyaient que c'était la solution, mais c'était encore compliqué la situation. Mais le gouvernement provincial qui était aussi installé, quand ils ont commencé, ici nous avons un problème, ça je vous le dis franchement, c'est un problème aussi de transfert des cerveaux. Il y a, on dirait, des diasporas, du Tanganyika, et même pour le pouvoir, ça je l'ai dit et je l'ai dit au tout haut, ça m'engage moi-même. Parfois ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne maîtrisent même pas la situation de terrain, et puis qui ne voulaient pas s'associer avec les autres qui trouvaient là-bas, parce qu'ils ont vu que c'était peut-être des ignares, des indigènes, des gens qui ne connaissaient rien. Or que c'était la base, qui pouvait soit bien instruire, bien donner même les orientations, comment trouver des solutions. Mais actuellement aussi, le deuxième gouvernement qui est arrivé est aussi nouveau. Ils viennent, malgré qu'ils sont les originaires d'ici, mais ils vivaient longtemps là-bas, qui ne maîtrisent pas la situation du Tanganyika. Est-ce qu'ils tiennent compte même des conseils, même ils peuvent même faire des enquêtes auprès de ceux qu'ils ont trouvés là-bas pour qu'ils puissent même donner une compréhension conflictigène de ces conflits. Voilà, ça pose un problème. C'est là où il y a le nœud du problème. Parfois, ils viennent avec leurs décisions. C'est comme on a vu ici. Le gouvernement provincial avait des démarches. Après le gouvernement provincial avec des démarches de pacification, juste c'est le ministre de la Défense qui vient avec une armée bien musclée à Nyunzu. Mais ça veut dire quoi? Tout ça, ce sont des problèmes qui posent... Donc pour vous, l'installation de la deuxième zone de défense au niveau de Nyunzu, c'était par rapport à quoi? C'est peut-être par rapport aux pygmées ou bien par rapport aux d'autres belligérants qui sont arrivés là. Parce qu'à Nyunzu, on connaissait qu'il y avait un conflit intercommunautaire entre pygmées et bantous. C'est ça, il n'y en avait pas d'autres. Peut-être du côté nord, là, à la limite du Maniema, là qu'on peut parler de Apanapale, c'est peut-être de ce côté-là. Mais côté sud, qu'est-ce qu'il y en avait? Mais les opérations sont beaucoup plus axées au sud qu'au nord. Ça veut dire que c'était quelque part du côté pygmée. C'est là qu'il y avait un problème, mais du côté nord, c'est là où on a laissé le vide, c'est là où il y a maintenant des désordres. Mais maintenant, du côté sud, ça va maintenant, il y a des sorties. Il y a des pygmées qui sortent, qui se rendent et qui veulent vivre en paix et qui ne veulent plus continuer dans des hostilités. Parce que parfois, ils étaient dans une condition imposée, comme Covid-19. Nous sommes dans Covid-19, mais ils étaient imposés, ce sont les militaires qui se sont intercalés, ils n'avaient pas l'accès vers Nyunzu au centre. Et il y a encore des bavures aussi, et que même les militaires opéraient avec les éléments bantous. Et ça, vous confirmez? Oui, je confirme. Les militaires opéraient avec... Oui, ça c'est certain, même les autorités politico-administratives savent ça. Nous avons contacté même d'autres autorités, ils ont accepté. Est-ce que vous connaissez la raison? Pourquoi est-ce que les militaires auraient demandé les coups de main des éléments, les peuples bantous, pour les aider dans... Mais écoutez, c'est une force loyale de l'État. Et pourquoi ils doivent demander la main d'une autre communauté? C'est attisser le conflit ou bien atténuer? Nous combattons nous deux. Le plus fort vient de mon côté et il commence à me demander moi de me diriger vers vous. Quelle sera la réaction? De vengeance. C'est là où j'ai dit qu'il y a eu quelques bavures du côté militaire. Et l'événement du 2 juillet, c'était juste une vengeance. Oui, effectivement, ça s'est fait. Quand vous tuez mon frère, moi, qu'est-ce que moi je dois faire aussi? Ça fait mal au cœur. Dans l'esprit, soyons quand même conséquents et justes et honnêtes. Et comment jugez-vous l'installation de la deuxième zone de défense au niveau des Nyunzu? Est-ce que c'était important ou... Bon, là c'est stratégique, peut-être militaire. Je ne suis pas militaire, ils ont leurs raisons, mais de les faire, peut-être pour leur stratégie militaire, je ne connais pas seulement, je ne suis pas dans les bains, je suis vraiment ignorant, mais dans mes analyses, mais c'était très fort si c'était pour traquer les pygmées.